Dernière partie de cette rubrique portant sur rebondir après l'échec, nous allons retrouver 10 entrepreneurs qui ont rebondi après l'échec. Donc nous allons retrouver 10 exemples totalement différents dans lesquels on va essayer beaucoup plus de découvrir leurs histoires et comment ils ont pu avoir le dessus sur l'échec. L'échec fait partie des affaires car vous apprenez une nouvelle façon, donc à chaque échec, il s'agit de savoir si vous allez vous relever et réessayer ou vous laisser vaincre. Donc c'est un challenge de succès, c'est un challenge d'échec ou de victoire que vous allez mener tout le temps. Certains des entrepreneurs les plus prospères ont échoué maintes et maintes fois à atterrir là où ils se trouvent aujourd'hui. Donc là, ça me rappelle l'élément que j'ai cité dans les études empiriques, c'est que tous les entrepreneurs qui sont les plus prospères dans le top fortune, ce sont essentiellement des entrepreneurs qui ont connu l'échec au moins 10 fois dans leur vie. Si vous vous sentez un peu dégonflé, ou si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou comme vous l'avez prévu pour votre entreprise, voilà une liste de certains hommes d'affaires, donc hommes d'affaires avec H, d'accord, donc hommes d'affaires les plus prospères, qui ont connu des échecs, des rejets et des erreurs, mais qui ont tellement cru en leur vision qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc l'histoire des 10 expériences que je vais présenter, vécues par ces 10 entrepreneurs, elle nous rappelle que ceux qui vont réussir leur vie, ou les entrepreneurs qui vont réussir leur vie, ce sont des entrepreneurs qui ne vont jamais abandonner. Et là, nous retrouvons la fameuse citation Never, never give up. D'ailleurs, je vous réfère à la vidéo que j'ai présentée sous le thème Raison de ne pas abandonner, qui va vous permettre de comprendre ou de revenir sur les éléments qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi ou quel est l'intérêt de ne jamais abandonner. Nous allons commencer par donc la première personnalité, c'est une femme, donc Arianna Huffington. Donc Arianna Huffington, avant de se lancer ou avant de lancer de Huffington Post, Arianna Huffington avait un peu de mal à faire lire son travail. Son deuxième livre a été rejeté au moins par 36 éditeurs. Donc 36 fois, son livre a été rejeté par des éditeurs et cette femme, elle a continué à avancer, elle n'a pas baissé les bras et elle a lancé, donc, elle a cofondé donc, une entreprise qui s'appelle le Huffington Post, donc, qui est devenue très célèbre donc, dans le monde des affaires. Richard Branson, c'est l'homme d'affaires fétiche. C'est un homme d'affaires donc, que j'ai découvert à travers donc d'abord une première histoire. Donc la première histoire, c'est l'histoire dans laquelle il était éventuellement il était dans une logique de pas d'aller sur un voyage exotique. Il arrive à l'aéroport et finalement donc les vols sont annulés. Donc là, il va essayer de contacter tous les passagers qui vont partager avec lui la même vision, donc c'est-à-dire les passagers qui voulaient passer donc un voyage exotique. Il va les contacter, il va leur demander de mettre à sa disposition donc les billets, donc plus ou moins donc l'argent qu'ils ont récupéré par rapport aux billets. Et avec cet argent, il va louer un avion et grâce à cette idée, il a réussi à amener tous les couples qui voulaient se rendre ou faire ce voyage exotique et proposer à des prix intéressants, voire éventuellement des cadeaux donc aux gens qui ne pouvaient pas le faire. Donc Richard, Branson, n'a pas réussi à convaincre une grande maison d'édition de racheter son magazine étudiant. Donc là, on est en train de parler de
de sa jeunesse, alors qu'il voulait se concentrer sur les méthodes de distribution et les détails. Il a expliqué sa vision pour toute une série de nouvelles entreprises étudiantes, des magazines aux agences de voyage, en passant par des banques. Elles ont couru un mille. Richard est aujourd'hui l'un des entrepreneurs les plus prospères au monde. C'est que là, ce que nous pouvons donc retenir, c'est que des fois, vous avez bon à tout faire, mais le résultat négatif. Donc ça me rappelle donc une histoire que j'avais vécue avec mon associé. On avait, on avait une rencontre avec un client. C'était pour lui présenter éventuellement une réflexion stratégique sur la mise en place d'une plateforme e-learning. C'était en 2000, je pense en 2014. On arrive, la présentation, donc ce n'est pas pour vanter donc mes talents d'innovation et de créativité. Je propose un projet qui est révolutionnaire par rapport à l'époque et dans lequel j'ai adopté une vision futuriste qui aurait permis donc à cette entreprise de faire une grosse démarcation stratégique sur son métier de base, sur son secteur d'activité. Et peut-être donc là la réflexion c'était par rapport à un projet d'investissement qui était de 30, donc qui était je pense par rapport à 3 millions de dirhams. Là, donc on nous a écoutés et à la fin donc l'offre donc la contre-proposition c'était de 30 000 dirhams, donc un écart de 100. Là tout de suite j'avais compris qu'ils n'étaient pas dans le bain, qu'ils étaient hors circuit, qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de cet investissement et qu'ils étaient toujours dans cette approche limitative du contrôle de gestion, qui est le raisonnement basé sur les coûts, qui n'avaient pas donc suffisamment de recul pour se projeter dans l'avenir et donc ne disposaient pas de cette orientation stratégique. Avec l'arrivée du Covid, avec l'arrivée avec l'arrivée de circonstances de confinement, on a remarqué que le e-learning s'est imposé comme peut-être première modalité de formation. Et donc ces personnes, si elles avaient investi en 2014, peut-être qu'en 2019, elles allaient forcément récupérer des grosses parts de marché et peut-être qu'elle aurait déjà fait le retour sur investissement et elle aurait pu devenir une entreprise ou une référence mondiale. Donc vous voyez un peu, des fois on ne va pas croire en vous juste parce que peut-être que vous êtes choquant, peut-être que votre approche donc fait peur, tout simplement. Ou peut-être que derrière votre interlocuteur ne peut pas avoir ou peut-être qu'il a du mal à vous accepter votre point de vue et voilà pourquoi il pourra rejeter votre proposition et voilà pourquoi ces entrepreneurs visionnaires comme Arianna Huffington ou Richard Branson donc, se sont fait rejeter donc, leur proposition. Jeff Bezos, avant qu'Amazon ne devienne l'énorme succès qu'il est aujourd'hui, Jeff Bezos avait un éventail d'idées ratées. L'un des plus notables était un site d'enchères en ligne qui est devenu The Shops, une marque qui a finalement échoué. Plus tard, le PDG Jeff Bezos réorienterait l'idée dans ce qui deviendrait éventuellement le marché d'Amazon, donc le marché Amazon. Donc là, vous remarquez que nous avons un entrepreneur exceptionnel qui a réussi à transformer une idée business qui avait échoué, qui n'a pas rencontré un franc succès, qui est peut-être n'avait pas de fondement solide, peut-être qu'il y avait besoin, qui était peut-être hors contexte ou qui avait besoin d'être réorienté ou refaçonné ou redécouverte. Et en la transformant donc carrément au marché Amazon, donc l'entreprise elle a cartonné. Donc il faut avoir cette liberté d'esprit, il faut avoir cette agilité, cette capacité à éventuellement rectifier le tir et à rebondir juste après un échec.
Laurent Ellison, la société d'Ellison, Oracle, a eu sa part de haut et de bas. Après qu'Ellison ait abandonné ses études et travaillé comme programmeur pendant 8 ans, il a cofondé l'entreprise avec son ancien patron. Mais Oracle a lutté pendant des années avant de devenir grand. Ellison a même dû hypothéquer donc sa maison pour obtenir une marge de crédit afin de maintenir l'entreprise à flot pendant cette période. Donc là, vous remarquez que ce n'est que l'entrepreneur qui a cette capacité à être convaincu de l'idée business et c'est à lui d'en payer le prix. C'est-à-dire c'est à lui qu'incombe la mise en place d'un montage qui va lui permettre de défendre suffisamment assez loin donc son idée et de la pousser, de la défendre jusqu'à ce qu'elle puisse finir par retrouver la zone des gains. Pourquoi? Parce que tant que votre idée n'a pas fait ses épreuves, tant qu'elle est toujours, ou peut-être donc qu'elle est projetée, ou peut-être qu'on est en train de la voir atterrir dans la zone des pertes, il faut être capable d'assumer ou d'encaisser cette mauvaise projection jusqu'à ce que vous puissiez prouver le contraire. Donc, et du coup, dans la phase de lancement des projets, les bailleurs de fonds, les banquiers, les investisseurs, les actionnaires vont voir d'une autre manière le lancement de votre projet. Ils vont beaucoup plus l'imaginer en train d'atterrir dans la zone des pertes que d'atterrir dans la zone des gains. Donc, votre talent, votre génie est de faire dire, donc voilà, donc si jamais c'est le cas, donc voilà le temps de passage que nous allons avoir par rapport à la zone des pertes, comment nous pouvons le réduire, comment nous pouvons le transformer en succès et comment je peux peut-être faire en sorte, avec votre concours, d'éviter ce passage dans la zone des pertes et quitte à se retrouver peut-être dans le seuil de rentabilité ou peut-être dans la zone des gains. Tim Ferriss, l'auteur de The 4-Hour Work Week, a été refusé par près de 25 éditeurs avant d'en trouver un qui a effectivement accepté de publier son journal, qui est devenu plus tard un titre à succès. Donc là, c'est l'histoire d'un auteur qui a fait 25 éditeurs avant de rencontrer la bonne personne qui va prendre le défi de l'accompagner dans son aventure et qui va croire en lui. Pierre Thiel, avant de lancer PayPal et d'investir dans des entreprises comme Facebook, le premier fonds spéculatif de Thiel, Clarion Capital, a perdu 90% de ses 7 milliards de dollars d'actifs sur le marché boursier, les devises et les prix du pétrole. Donc là, vous avez un jeune qui lance donc carrément un site révolutionnaire par rapport au paiement électronique. Et donc là, vous remarquez que les pertes, l'échec fait partie du quotidien. Et donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas nous ébranler, c'est quelque chose qui ne devrait pas nous déstabiliser. Toutes les personnes qui sont les plus grosses fortunes du monde, du jour au lendemain, elles peuvent, si jamais elles travaillent essentiellement par rapport à des entreprises qui interviennent dans la bourse, du jour au lendemain, donc un événement majeur peut se produire dans un État, il peut affecter leur capitalisation boursière et entraîner une grosse perte de leur patrimoine. Donc c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Et donc on ne peut pas être dans cette logique donc, qui est fataliste, dans laquelle on n'arrivera pas à accepter l'échec. Morten Lund, donc en 2009, l'entrepreneur danois a déposé son bilan en raison de décisions d'investissement peu reluisantes. Lund investit désormais dans des entreprises émergentes comme Pitchso et Capital Aid Limited et a réalisé des investissements réussis dans le passé dans les entreprises comme Skype et eBay. Donc là, vous avez un entrepreneur qui est fan de prise de participation. Ces prises de participation sont toujours controversées. C'est le cas pour l'ensemble des gourous de la finance, que ça soit national ou éventuellement international. Tous ces gourous comprennent que
les décisions d'investissement, les décisions de placement sont toujours risquées. Vous pouvez rencontrer le succès par rapport à certaines affaires comme vous pouvez rencontrer l'échec. Et donc, c'est quelque chose qui est totalement naturel. Fred Smith est le fondateur de FedEx. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise très prospère, son professeur d'université ne croyait pas au modèle commercial. Il a reçu une mauvaise note lors d'une mission où il a présenté l'idée de l'entreprise. Pourtant, depuis de longues années, FedEx est un champion international par rapport à tout ce qui est transport de colis et transport éventuellement de documentation, etc. Walt Disney, donc un personnage fétiche derrière les émissions, derrière les émissions qui nous ont accompagnés par rapport à notre phase de jeunesse et qui, à date d'aujourd'hui, produit les meilleurs films, dessins animés dans le monde. Walt Disney a créé plus de 81 longs métrages et des centaines de courts métrages. Il a remporté plus de 950 distinctions, dont 48 Oscars. Il a fondé le California Institute of the Arts et il a construit Disneyland. Avant tout son succès, Disney aurait été licencié par un éditeur de journal pour ne pas avoir de bonnes idées, pas d'imagination. Donc là, à travers l'histoire de Walt Disney, on comprend que là, vous remarquez que vous avez eu 950 distinctions, dont 48 Oscars. Vous avez produit 81 longs métrages et courts métrages, et que avant de pouvoir livrer tout ce potentiel de développement, vous avez été licencié, faute d'être pris pour quelqu'un de stérile par rapport, excusez le terme, stérile par rapport à l'innovation et par rapport à la créativité. Je pense que son licenciement était une occasion qui a été très bien perçue, qui a affecté son ego, qui a affecté sa fierté. Et donc, juste après cet échec, Walt Disney a carburé et il a démontré que il était visionnaire par rapport à son secteur d'activité. Il était peut-être en avance par rapport à son marché. Et c'est une personne qui a marqué l'histoire de la cinématographie, que ce soit pour les cibles jeunes, enfants, etc. Et donc, à travers l'histoire de ces personnes, on comprend que l'échec n'est pas une fatalité, c'est tout simplement une étape qui vous permet de mieux rebondir et donc de retrouver le succès. Nous retrouvons donc le dernier personnage, donc c'est Steven Spielberg. Steven Spielberg, c'est un réalisateur qui a réalisé pas mal de films et pas mal de séries. Donc, nous retrouvons Star Trek, nous retrouvons plusieurs séries. Donc Spielberg est connu pour avoir réalisé des méga succès tels que Jurassic Park, Jaws. Avant de commencer sa carrière, Steven a été rejeté 3 fois à l'école de théâtre, de cinéma et de télévision de l'Université de Californie du Sud. Donc son rejet était l'occasion de la révélation de son talent et de son potentiel de développement. Je retrouve aussi l'histoire du patron de Lamborghini, dont les commentaires n'ont pas été acceptés par l'entreprise de Ferrari, dans la mesure où ils lui ont dit, il s'est rendu à l'époque, il était en train de rouler avec sa Ferrari, il a compris qu'il y avait un dysfonctionnement, il est allé voir la firme de Ferrari pour lui avancer comme remarque que les rails il y avait un problème par rapport aux rails ou par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements techniques par rapport à la voiture. Il a avancé cette remarque mais n'a pas été acceptée. On l'a sous-estimé et on l'a maltraité en lui disant que vous ne faites que la production des tracteurs, vous ne faites que la fabrication des tracteurs et vous êtes très loin pour comprendre comment fonctionne une voiture de sport ou une voiture de luxe.
en revenant dans son entreprise, il a convoqué tous les acteurs, donc tous les directeurs, et lui, il a pris comme défi, d'orgueil, comme défi, comme challenge, de produire la voiture euh, la plus rapide et la voiture la plus chère donc, du monde. Et du coup, donc, on a inventé la voiture Lamborghini. Enseignement à tirer de l'histoire de ces 10 entrepreneurs, même s'ils font partie des entrepreneurs les plus prospères au monde, aujourd'hui ils sont toujours humains. Parfois on a fait l'échec, peut-être notre meilleure motivation. Laissez ces exemples vous encourager à apprendre de vos erreurs et ne laissez pas la peur de l'échec vous arrêter. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans d'autres rubriques. Nous allons par la suite, donc si vous avez une histoire à raconter donc, par rapport à cet échec, donc j'aurai l'immense plaisir de la lire à travers vos commentaires. Si vous avez des histoires à partager avec moi, donc n'hésitez pas à le faire. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans d'autres séquences. Je vais attaquer plus tard donc, des séquences qui vont toucher donc, à un certain nombre de concepts que je vais partager avec vous. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.